je propose qu'on attaque assez rapidement. J'attaque par la prise de présence. Marion Virginia, Oui. Marianne Schwaber, Présente. Jacques Choulet a donné procuration à Alain Hassan, Marie-Claire Duprat, Jean-Marc Clavier, Sophie Dupouille, Arnaud Favre, Elisabeth Brett, Yoann Labarrière, Aurélie Lévesque, Bruno Lamaison, Sylvie Sauvignon, Christophe Priam, Anne Nassal, Laurent Langlade, Marie-Thérèse Barouillet, Christophe Perchès, Solange Coudenx, Ludovic Ducasme, Christiane Chagnon a donné procuration à Solange Coudenx, Marjorie Fautous, Olivier Martinez, Nadine Menchoré, André Lafargue, Alain Rambac, j'imagine Marie Larentin, Jean-Luc Cazemer. Avant de passer à l'ordre du jour, on va observer bien sûr une minute de silence pour cette journée de deuil national en hommage de Jacques Chirac, notre ancien président de la République. Et on va peut-être éteindre les lumières, parce qu'on a projeté à l'écran une photo que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue. Elle se tient dans la salle des mariages de Saint-Sevé. Nous sommes en 1978, et donc Jacques Chirac, qui vient juste d'être élu maire de Paris, ancien Premier ministre à l'époque, rend visite à Maître Comenay, député maire à l'époque. Et c'est vraiment un accueil républicain, puisqu'à gauche de Jacques Chirac, c'est M. Michel Fournier, conseiller général à l'époque, qui était radical socialiste. Et vous avez un petit jeune qui a encore des cheveux à gauche, c'est Alain Juppé, peu connu à l'époque, et derrière, avec le cigare, c'est Charles Pasqua. Et bien sûr, qu'avons-nous sur cette table dans la salle des mariages? Je ne sais pas si c'est leur manière du floc de Gascogne. En tous les cas, il y a des verres qui ont l'air vides et pleins, donc je pense qu'ils ont trinqué tous ensemble. Les Saint-Séverins qui ont vécu cette journée-là m'ont rappelé qu'il avait fait le tour des commerces, rentrant dans chaque commerce, fidèle à sa réputation, embrassant les enfants et les dames, et saluant tout le monde. Je crois que voilà, chaque homme public consacre sa vie à l'engagement pour les autres. Bien sûr, il y a des désaccords, mais ce qui m'a marqué dans cette photo, c'est au fond qu'un gaulliste est accueilli par un démocrate chrétien, Jean-Marie Comenay, en présence d'un homme de gauche, M. Fournier, et qu'au fond, ensemble, ils ont l'air d'échanger. Et je crois que cet esprit de rassemblement et l'esprit républicain est vraiment l'esprit de cette journée. Et donc, je vous invite à vous lever et à participer à une minute de silence. Bien, je vous remercie. Nous allons adopter le procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, je propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour, l'adoption du protocole d'accord avec le syndicat du Marseillon pur sang. Vous l'avez donc tous eu en pièces jointes à l'ordre du jour. Je voudrais simplement rappeler que la Régie des eaux de Saint-Sevé achète toute l'eau qu'elle distribue à tous les Saint-Séverins au syndicat des eaux du Marseillon pur sang, avec deux sources principales, une sur Rodinson et une sur Oris. En 2008, une convention définissant le prix d'achat en gros de l'eau par la commune au syndicat a été établie pour 20 ans
soit jusqu'en 2028. Le 1er juin 2015, le syndicat du Marseillon a dénoncé unilatéralement cette convention qui est arrivée ainsi à échéance le 1er juillet 2018. Le syndicat nous a proposé en mai 2018 une augmentation de 30% du prix de vente sans joindre le moindre justificatif ni le mode de calcul. Ainsi, depuis juillet de l'an dernier, de nombreux échanges et rencontres ont eu lieu sans qu'ils ne permettent de trouver une solution acceptable par les deux parties. En l'absence de facturation par le syndicat, nous avons provisionné chaque mois, et ce depuis 15 mois, une somme correspondant au volume consommé. Afin de sortir de cette situation, la commune a déposé le 8 avril 2019 une requête de médiation devant le tribunal administratif de Pau. Le président du tribunal a nommé maître Sophie Crépin en qualité de médiatrice. Et une réunion des parties s'est tenue le 27 août, où j'y étais accompagné de Lisiane, directrice générale des services, ainsi que de Claire Duprat, qui siège pour le compte de la commune au syndicat Tursan de Marseillon. Et cette réunion a abouti à la rédaction du protocole présenté ce soir. Nous sommes heureux que cette médiation ait été efficace. Je tiens à préciser que ce protocole a été soumis au vote du syndicat jeudi dernier. J'y ai été pour exposer au fond les tenants et les aboutissants. Il a été adopté à l'unanimité. Et donc, par conséquent, nous le soumettons ce soir au vote. Permettez-moi d'en rappeler les deux principaux points. Un, la nomination d'une commission de 3 experts. Un expert nommé par le syndicat, un par la commune et un troisième indépendant qui présidera cette commission. Ce sera probablement des experts comptables. Nous avons obtenu qu'ils puissent travailler dans des conditions normales, c'est-à-dire qu'ils aient accès à toutes les pièces comptables et documents leur permettant d'établir le coût de revient du pompage, du traitement et de l'acheminement sur les 6 points de livraison par le syndicat de l'eau, en gros à Saint-Sevé. Ils auront cette commission 6 mois pour calculer le juste prix, et ce conformément à la législation en vigueur. Pendant ce temps, un prix de 25 centimes, qui était celui en vigueur jusqu'à fin juin 2018, celui au fond que le syndicat a demandé de dénoncer, sera le prix sur lequel seront établies les factures par le syndicat, à la fois celles qui sont bloquées jusqu'à aujourd'hui, du 1er juillet au 31 septembre 2019, comme juillet 2018, ainsi que toutes celles qui viendront jusqu'au 30 juin 2020. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit que d'une provision. Et donc, si le prix définitif était différent, il donnerait lieu à un complément de versement si le prix définitif est jugé être supérieur à ces 25 centimes, ou un remboursement par le syndicat si le coût de revient définitif venait être inférieur à ces 25 centimes. Je voudrais aussi, pour que tout le monde essaye de comprendre les sources de ce litige, essayer d'expliquer comment on en est arrivé là. Parce qu'on ne peut pas comprendre ces derniers mois sans prendre un peu de recul et remonter un peu plus en amont. Aujourd'hui, lorsqu'avec Jacques Choulet, on acte un nouveau tarif, on a pour habitude de se réunir avec la DGS pour savoir si cette augmentation est justifiée, si oui, quelles en sont les raisons, et je tiens à remercier Diane qui systématiquement fait un travail approfondi d'analyse, de façon à ce qu'on retienne à chaque fois le mieux disant. Dans le cas d'espèce, l'absence d'éléments factuels pour justifier ce prélèvement supplémentaire dans le portefeuille des Saint-Séverin de la part du syndicat Tursan Marseillon est à l'origine du litige que nous avons abordé avec ce syndicat. Pendant plus d'un an, nous avons demandé aux Marseillons de nous fournir une copie du grand livre et de nous fournir divers documents d'activité. Et en dépit de plusieurs relances écrites, nous ne les avons jamais obtenus. Nous avons essayé aussi de comprendre les augmentations liées aux 2 dernières conventions. Je tiens à rappeler ici qu'en 2002, la part collectivité a augmenté de 28%, alors qu'une convention préalable avait été établie 2 ans avant, en 2000. Puis qu'en 2008,
la part exploitant a doublé. Or, lorsqu'on est allé chercher dans l'archive municipale les justificatifs de ces évolutions tarifaires, nous n'avons rien trouvé. Comme si ce travail-là d'analyse des causes de ces augmentations n'avait pas été fait. Ainsi, entre 2002 et 2008, la commune a payé une part collectivité de près de 10 centimes par mètre cube pour financer, c'est ce qui est écrit dans la convention de 2002, la rénovation du château d'eau de Pontanière. Sachant que l'on achète près de 1 million de mètres cubes chaque année, ce sont près de 600 000 € qui ont été ponctionnés au Saint-Séverin et reversés au Marseillon en 6 ans entre 2002 et 2008. Comment se fait-il, M. Martinez, vous qui étiez le DGS à l'époque, que l'on ait récupéré en 2008 ce château d'eau sans que les travaux de rénovation soient réalisés? Comment avez-vous pu accepter cela? Je vous ai posé une question. Ah, mais j'ai pas l'obligation de vous répondre, j'étais pas maire à l'époque, je vous rappelle. D'accord. Écoutez, de la même manière qu'aujourd'hui, c'est moi qui prends les décisions, mais c'est généralement Liliane qui fait les analyses pour révisionner nos décisions. En tous les cas, dans les archives, on n'a trouvé aucun justificatif. Je voudrais vous poser une deuxième question. Vous n'avez pas voulu me répondre à la question de pourquoi on a récupéré le château d'eau non rénové alors qu'on avait versé des fonds permettant au syndicat de le faire. Mais dès lors, pourquoi ne pas avoir demandé en 2008 le reversement des 600 000 € payés de manière indue? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui s'est passé à l'époque, M. Martinez? Bon, toujours est-il que vous n'avez pas défendu les intérêts de la commune à cette époque-là. En 2008, vous avez rédigé en tant que DGS, pour le compte du maire, la nouvelle convention adoptée le 12 juin 2008 par la majorité de l'époque, avec 6 votes contre de l'opposition. Dans cette convention, vous acceptez une hausse du prix de l'eau qui passe de 11,7 centimes à 23 centimes par mètre cube. C'est une augmentation de 100%. Nous ne retrouvons pas dans les archives une trace de la comptabilité analytique justifiant cette hausse. En auriez-vous gardé une copie? Pouvez-vous nous expliquer le raisonnement qui peut expliquer cela? Parce qu'entre vous et moi, 100% de hausse, ça interpelle tout le monde. Vous n'avez aucun souvenir sur tout ça? Je reviens sur la formulation de cette convention de 2008 que vous avez en tant que DGS écrite ou coécrite avec le directeur général des services du syndicat. Vous précisez que le prix est défini pour une durée de 20 ans. Et quelques pages plus loin, vous autorisez le Marseillon à casser la convention et revoir le prix tous les 5 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à prévoir cette clause contraire aux intérêts de la commune? Il aurait été préférable qu'elle n'existe pas et que le prix soit ferme pour les 20 ans à venir. Avez-vous des éléments à nous fournir en la matière sur ce qui a pu vous motiver à l'époque pour proposer au maire l'intégration de cette clause dans cette convention? J'ai eu le droit de m'interroger sur ce qui a pu vous amener à rédiger une clause aussi défavorable aux intérêts des Saint-Séverin. Avant qu'on passe au vote, je voudrais simplement expliquer de manière très simple qu'aujourd'hui on essaie de s'y prendre différemment. Que ce n'est pas parce que le syndicat nous exige ou nous propose une hausse qu'on l'accepte sans justificatif. Une hausse est possible, mais elle doit être basée sur une évolution du coût de relais. C'est notre vision de la justice, c'est notre vision de la défense des Saint-Séverins. Et donc, en conclusion, ce protocole d'accord que je vous soumets au vote définit un prix dans l'attente
que le litige sur le fond soit tranché et le recours à une commission d'experts qui aura pour mission d'établir un juste prix conformément à la législation et à la jurisprudence. Y a-t-il des questions sur ce protocole d'accord? Oui, M. Martinez. Le groupe d'opposition votera pour ce protocole. Écoutez, je vous en remercie. Parce qu'au final, si le prix venait à être inférieur aux 36 centimes que nous propose le syndicat, on aurait obtenu un gain de pouvoir d'achat pour le Saint-Séverin. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je peux vous remercier pour cette unanimité. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est la demande d'autorisation que le conseil municipal donne au maire pour demander les subventions de la première étape de la restructuration du complexe sportif de la Louvière. L'occasion pour moi est complétée par Arnaud Fabre à la fin de cette présentation de revenir sur l'avant-projet sommaire que nous a fait le cabinet à l'AC, qui a été présenté il y a une dizaine de jours en commission de travaux. Cette rénovation du complexe de la Louvière a fait l'objet d'une large concertation tout au long de l'année précédente, avec des rencontres avec nos services municipaux, mais également des réunions avec l'ensemble des clubs sportifs, de façon à ce que toutes les sections utilisatrices puissent exprimer leurs besoins. Nous avons également rencontré les enseignants du collège de façon à ce que cette rénovation de la Louvière soit non seulement une mise en conformité par rapport aux normes actuelles, mais également l'occasion d'améliorer le fonctionnement et l'usage au quotidien par les utilisateurs de ce complexe. L'occasion pour moi de rappeler les besoins actuels de la part des scolaires. Un constat simple, nous faisons face à une augmentation des effectifs au collège, l'ouverture de la classe Ulysse, la rentrée du Cap de Gascogne, et globalement, en journée, nous manquons de créneaux disponibles pour accueillir les primaires et les maternelles, puisque nous donnons la priorité au collège. Je rappelle ici un atout majeur de la Louvière, qui est accessible à pied à moins de 5 minutes du collège Cap de Gascogne, et donc cette proximité est un vrai atout. L'impératif découlant des besoins du scolaire, c'est au fond l'objectif de doubler les capacités d'accueil pour les scolaires, de façon à pouvoir accueillir en même temps plusieurs classes qui viennent d'un collège ou de l'autre, et en même temps des classes du collège et du primaire ou de la maternelle. Si on regarde les besoins des clubs sportifs qui, eux, utilisent les lieux le soir, le mercredi et les week-ends, les principaux points d'amélioration sont que la grande salle actuelle est trop étroite pour les matchs de handball, on a toujours une dérogation par rapport à la table de marque. Il y a un manque de capacité pour les associations de danse et gymnastique qui, elles, œuvrent dans les salles secondaires qui sont au rez-de-chaussée et à l'étage. La salle annexe est mal isolée et mal chauffée. Et enfin, le tennis de table, qui est l'endroit où, à l'origine, il y avait le judo, joue aujourd'hui dans une salle où le sol et l'éclairage ne répondent pas aux exigences de la fédération pour les compétitions. Et donc nos objectifs sont de répondre au travers de cette rénovation à ces axes d'amélioration, au fond en dotant le complexe d'une salle supplémentaire permettant de doubler les capacités de grandes salles, d'avoir 2 grandes salles en même temps, de définir une affectation principale pour chaque section correspondant à ses besoins, et enfin de retrouver dans la grande salle actuelle une capacité de 880 places assises qui existe sur un plan pratique, mais qui sur un plan légal est limitée à 599 personnes en même temps, rapport aux contraintes administratives. Je voudrais également rappeler que la Louvière a été inaugurée en 1983 et que 40 ans après la mise en service de ce complexe, il est grand temps de faire des travaux de rénovation et d'entretien.
L'entretien aujourd'hui est impératif par rapport aux dégradations liées au temps, que l'on voit au niveau des peintures, des avantoirs, des menuiseries. Nous avons également des améliorations à faire en matière d'isolation pour améliorer le confort d'été, des économies d'énergie l'hiver. Nous avons aujourd'hui des installations de lumière qui sont consommatrices fortement d'énergie par rapport aux éclairages LED. Et enfin, nous avons aujourd'hui, bien sûr, à mettre en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ce lieu, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, les vestiaires sont en sous-sol et donc ne permettent pas à des personnes handicapées de pouvoir pratiquer leur sport dans notre complexe. Monsieur Alac a donc établi un avant-projet sommaire. Donc vous avez le plan sur votre droite et donc vous avez le principe général sur votre gauche qui consiste à rénover les salles annexes, la salle principale et les salles de rez-de-chaussée à l'étage, au fond de toucher à l'ensemble du complexe, à l'exception de la salle de gymnastique qui elle est de 2002 ou 2003 et donc est plus récente et en bon état, et de rajouter au niveau du fronton une salle supplémentaire qui sera aux dimensions du handball. Adosser une salle complémentaire au complexe déjà existant passera également par le fait de dédoubler les vestiaires, par la création de vestiaires existants dans l'ancienne salle de stockage des tables de ping-pong à côté de la salle d'accueil. Vous avez une vue en 3D dans la diapositive d'après, puisque la salle complémentaire sera aux normes compétition et aura une entrée séparée pour le public pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait 2 matchs en même temps, l'une dans la salle actuelle et un dans la salle future, tel que c'est écrit sur ce projet. Il y a écrit salle handball, elle sera aux dimensions handball, badminton, capacité de 7 cours de badminton dans cette salle, et tennis, puisque depuis qu'il y a eu la pause du parquet sur la grande salle actuelle, le tennis ne peut plus jouer à la salle à couvert, et là le sol permettra à ce qu'il puisse y avoir des matchs de tennis en complément de la pâchère, qui est aujourd'hui le seul cours couvert. Vous avez là une vue de l'intégration, donc elle est dans la poursuite, et là où il y a aujourd'hui du bâtiment, là où il y a aujourd'hui le fronton, perpendiculaire de la grande salle actuelle. Et je vais passer la parole à Arnaud, puisque cette rénovation du complexe, qui sera donc au final un chantier très lourd, pour première étape, la rénovation de la salle annexe, qui est celle aujourd'hui qui présente le plus de désordre. Et donc j'invite Lisiane à cliquer, et je passe la parole à Arnaud, puisque la demande de subvention que l'on fait aujourd'hui concerne cette première étape-là. Pardon, merci monsieur le maire. Donc cette présentation a été faite dernièrement en commission travaux, où Alain, je suis assisté. Donc c'est une proposition du cabinet d'architecture Alac. Le but étant de rénover cette salle annexe de la façon suivante, à savoir, vous savez, elle est froide, voire fraîche et humide. Donc une proposition est faite d'une isolation par l'extérieur avec un bardage de ce type-là en Prespa, je vous ai fait passer. C'est donc les couleurs qui ont été proposées. Donc c'est-à-dire ça va permettre de conserver les dimensions intérieures de la salle et donc de pouvoir couvrir par un isolant et une couverture de ce bardage. C'est le même type de bardage d'ailleurs qui est utilisé sur la cantine scolaire de Pérennes. Une reprise du sol sportif avec donc un revêtement spécifique type Giaflor. Le chauffage sera revu également avec une pompe à chaleur, l'éclairage avec des LED, tout simplement pour baisser, parce que là actuellement c'est très énergivore, et donc là aussi de pouvoir baisser et la conso, et puis on va dire l'empreinte environnementale de cette salle. Une mise en place, une isolation, voilà, une isolation de la toiture, tout à fait, avec la mise en œuvre d'un faux plafond. Et vous le voyez donc à l'extérieur, un nouvel édicule à la sortie de cette salle.
Donc un local de rangement d'environ 60 mètres carrés qui servira notamment aux piétons de pouvoir ranger les tables et l'ensemble de leur matériel, avec au-dessus le prolongement du bac acier qui servira de couverture et de porche, permettant ainsi une entrée lors de temps de pluie d'être un peu à l'abri. Voilà, donc un démarrage des travaux que l'on souhaite en janvier 2020 pour une fin de rénovation au printemps 2020 également. Voilà. Après, nous avons débattu longuement, nous avons présenté l'ensemble lors de cette dernière commission de travaux. Voilà. Y a-t-il des questions ou des interventions? Donc s'il n'y a pas de questions, ce type d'équipement est éligible à des aides du conseil départemental au titre de l'utilisation par les collèges en guise d'équipement sportif et également à une subvention de l'État au titre de la DETR. Sophie me précise qu'effectivement pour l'instant ça reste un dessin et les couleurs restent encore à être travaillées. Voilà. Tout à fait. Je vais passer au vote. Y a-t-il des oppositions à cette demande de subvention? Des abstentions? Je vous remercie. Troisième point à l'ordre du jour. En 2008, la commune s'était portée acquéreur de 2 maisons en face de la STEF. La STEF avait acquis 2 maisons, elle également de son côté. Sur les 2 maisons dont est propriétaire la commune, l'une a été mise à disposition des Restaurants du Cœur et l'autre, qui est la Jouste, a accueilli jusqu'en 2015 une locataire. Mais nous avions des soucis de bruit et donc nous avions fait en sorte, parce que la locataire actuelle avait arrêté sa location, de ne pas renouveler ce bail, et donc c'était un actif qui était sans revenu. Il se trouve que, courant de cet été, l'entreprise d'intérim C2A, qui est plutôt un groupement d'employeurs, qui est spécialisé dans la mise à disposition du personnel pour des travaux agricoles et les entreprises agroalimentaires, cherchait à tout prix un local et un parking pour faire face à l'augmentation de son activité. Elle était à 2 doigts de quitter la commune, et il se trouve que cette maison présentait beaucoup d'avantages pour eux. Elle est à l'entrée de la future extension et la future entrée de la zone, puisque la communauté de communes est en train de travailler sur un deuxième accès par la route de Kona, donc ce sera à l'avenir l'entrée de zone. 2, il y a un grand terrain pour faire un parking, et si la maison a bien vieilli, pas très bien vieilli, on va dire, elle peut être assez aisément réhabilitable pour accueillir des bureaux. Et donc, comme cette activité est complémentaire à la zone industrielle, comme plus personne n'y dormira dedans, donc on n'a pas de problème de coexistence avec la STEF, il nous a semblé opportun d'essayer d'envisager une vente de ce bien. Les domaines l'ont estimé, je crois, à 83 200 €. Il vous est proposé de la vendre à 85 000 €. Et pour être tout à fait concret avec vous, on a signé une convention d'occupation avec les futurs acquéreurs, de façon à ce qu'ils puissent commencer à utiliser les lieux à partir du 1er septembre, puisque là où ils étaient des difficultés, donc ils sont demandeurs que tout ça se régularise le plus vite possible. Ils ont eu l'obtention du prêt. Je crois qu'il faut se réjouir qu'on ait une entreprise qui se développe sur la commune. Y a-t-il par rapport à ça des interventions ou des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Quatrième point à l'ordre du jour, l'adoption du plan local de l'habitat. C'est une délibération qui a déjà été adoptée au mois de juin à la communauté de communes. L'occasion pour moi de vous rappeler que la communauté des communes du Cap de Gascogne s'était dotée
d'un plan local de l'habitat qui définissait des objectifs en matière d'habitat, notamment qui visait à recentrer l'accueil de population dans les bourgs et à faire en sorte notamment que Saint-Sever regagne de la population, avec l'idée d'essayer de mettre en œuvre des actions qui participent à cet objectif, d'où l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, au PAH, qui a débuté il y a maintenant 2 ans et demi et qui a permis à plusieurs dizaines de Saint-Severins de bénéficier d'aides pour l'amélioration thermique de leur logement, pour essayer d'améliorer, de réduire la consommation d'énergie et également d'adapter leur logement au vieillissement, ce qui le plus souvent correspond à des aménagements dans les salles de bain, de façon à ce que les personnes puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Il y a également dans les dispositifs OPH une lutte contre la vacance. Ça a été un peu long à démarrer, mais cette année, ça y est, les choses s'enclenchent. Nous avons 3 dossiers en cœur de ville, complémentaires à celui de l'an dernier. Donc, on va en être à 4 propriétaires qui rénovent des étages généralement de maisons en plein cœur de ville qui étaient vides depuis des années et qui demain, grâce à ces aides publiques, vont faire l'objet de logements permettant d'accueillir avec des loyers conventionnés des habitants en cœur de ville. Nous avons également dans ce PLH sur Saint-Sever mis en exergue l'idée de travailler sur de l'habitat partagé, pour aussi faire en sorte de pouvoir accueillir des personnes âgées dans des constructions ou adaptées aux personnes âgées en cœur de ville, là toujours en essayant de tout mettre en place pour redynamiser nos centres-bourgs, tout simplement. Agenmo Commune Unie ne disposait pas de PLH. Le territoire du Tursan avait un PLH adopté en même temps que son PLUI. Nous avons, au cours de 2 années de travail, permis qu'une étude globale soit mise en œuvre, que ce PLH maintenant soit à l'échelle de Chalosse-Tursan. Et c'était l'occasion pour nous de bénéficier d'une prolongation de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat jusqu'à septembre 2022. Et donc, nous avons gagné presque 2 ans de subventions complémentaires pour tous ces dispositifs que je venais de vous résumer, qui sont autant d'outils à disposition des Saint-Severins pour faire descendre des aides qui leur permettent d'améliorer leur logement. Y a-t-il par rapport à ça des questions avant que nous passions au vote? Et s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions à ce PLH Chalosse-Tursan? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. 5e délibération. Nous avons une évolution de l'organisation des transports scolaires, puisque c'est la région qui, du fait des lois de nouvelle répartition des compétences, a récupéré cette compétence. Il a fallu, au niveau régional, l'uniformiser. Il y a toujours en vigueur cette règle des 3 km, où au fond, les enfants dont les parents habitent à moins de 3 km des établissements ne bénéficient pas automatiquement de la gratuité des transports scolaires. Et donc le dispositif qui est soumis ce soir-là, c'est que nous dotions les familles qui ont des enfants qui utilisent les transports scolaires qui sont à moins de 3 km et pour lesquels les familles s'acquittent d'un tarif de 195 € à l'année, puissent faire l'objet de la part de la commune d'une aide à hauteur de ce qu'ils reversent, c'est-à-dire 195 €. Nous avons donc 4 enfants pour 3 familles qui sont concernés par ce dispositif. Y a-t-il par rapport à ça, j'imagine que ce sera l'unanimité des oppositions? Une question quand même technique, purement technique, en relisant la présentation, afin de connaître ce changement de procédure, le service communication de la ville a publié l'information sur le site et sur un post Facebook. Il n'y a pas possibilité de demander aux établissements de recenser ou de faire connaître l'information aux élèves. On n'a pas eu de liste automatique qui nous a été fournie. Donc, on a fait cet été toute une série d'affichages
toute une série d'informations. Peut-être qu'on profitera des prochains supports de communication pour remettre une couche là-dessus, jusqu'à ce qu'elle rentre dans les mœurs. Hein. Mais je crois que le conseil municipal est aussi l'occasion de le faire connaître. Et si des familles, bien sûr, n'avaient pas candidaté jusqu'alors, rien ne nous empêche avec le prochain conseil municipal de compléter. Voilà, nous en sommes à aujourd'hui. Sachant que la diffusion des listings, c'est de plus en plus réglementé, et donc c'est extrêmement difficile. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sixième délibération, c'est une délibération assez courante maintenant. C'est la bourse au permis de conduire, BEPC. C'est pour que les jeunes puissent travailler pendant 30 heures au cinéma et en contrepartie bénéficier de 300 € pris en charge par la commune sur la facturation du permis de conduire, et c'est un partenariat avec les deux auto-écoles de la commune. Vous avez la liste des jeunes qui sont concernés. Nous en avons 10. J'ai cru comprendre que nous avions 2 mamans qui ont leurs enfants qui sont dedans. Et donc, nous avons Marion et nous avons Sylvie qui ne participeront pas à ce vote. Je ne crois pas qu'il y ait des votes. Non. Les miens sont trop jeunes. Jean-André est un peu trop vieille. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 11e sujet, c'est là aussi une délibération assez classique. C'est l'exonération de l'impôt sur le spectacle, le jeu et le divertissement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est donc adoptée. Nous avons un véhicule qui quitte notre actif. C'est un Renault de 1995. On me dit que pour pouvoir le sortir de notre stock, il faut prendre une délibération de mise à la réforme. Si vous n'avez pas d'inconvénient, ça vous permettra de régulariser cette sortie du stock. Il y a des oppositions, des abstentions. Merci à vous. Une 9e délibération, je vous rappelle que le SAS-Subi a été doté depuis quelques années d'une subvention à hauteur de 15 000 €. Vous avez, au regard des résultats sportifs, baissé d'un niveau en fin d'année dernière, puisqu'ils devaient descendre en promotion d'honneur. Il se trouve qu'ils ont été repêchés administrativement. Et donc, nous avions baissé de 1 000 € la subvention sur ce critère de niveau. Et donc, comme il reste au même niveau, il vous est proposé que nous revenions au même montant de subvention que l'année d'avant. Il se trouve que depuis que Yoann a repris la licence, ils vont même peut-être se qualifier pour en phase finale. C'est son vœu le plus cher. C'est en avril prochain, on a le temps encore. Y a-t-il par rapport à cette délibération de subvention complémentaire des oppositions, des abstentions? Écoutez, nous pourrons donc adopter toutes les délibérations à l'unanimité. Je pense que c'est une première. Je vous en remercie. Vous avez toute une série d'informations qui vous sont listées. Y a-t-il par rapport à cette liste de décisions et d'informations, commentaires ou des questions? Bien. Écoutez, s'il n'y a pas de prise de parole, je vous souhaite une bonne soirée.